Bonjour Anan, je suis ravie de t'accueillir dans ce studio. Tu es anthropologue et tu t'intéresses dans tes recherches à l'accompagnement des maternités migrantes. Ton sujet de thèse, il mène à la fois de la sociologie des migrations, la sociologie du genre, la sociologie des maternités et aussi de l'anthropologie morale de l'enfance et de l'État. C'est très riche. Donc pour démarrer cet entretien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet ? Déjà, merci pour aujourd'hui, pour cette question. Donc moi, je me suis intéressée à cette question parce qu'aujourd'hui, les questions migratoires, elles sont vraiment centrales dans le débat public, à la fois au niveau politique et médiatique. Mais en fait, les questionnements, ils sont surtout posés sur les hommes en situation de migration et ils sont souvent présentés de façon assez fantasmée comme des menaces. Et aujourd'hui, en fait, les migrations internationales, donc c'est presque la moitié des femmes, et en France, c'est un peu plus de la moitié des femmes. Je me suis posé la question de pourquoi elles sont autant invisibilisées dans l'espace médiatique et politique. Et j'ai aussi pu observer qu'elles connaissent un traitement et une prise en charge spécifique, en fait, qui est assez différente de celle des hommes, puisque les hommes, ils sont assez peu pris en charge par les structures, alors qu'au contraire, les femmes, elles peuvent être plus accompagnées. Pour ma recherche, je me suis intéressée à la prise en charge des femmes, en essayant de comprendre donc les spécificités de cette prise en charge et essayer de voir comment également le parcours migratoire et la prise en charge par des associations et des structures médico-sociales, elles participent à transformer les subjectivités des femmes. Alors justement, comment concrètement s'est mis en place ton projet ? Alors moi, je suis anthropologue, comme tu l'as dit, et en fait, mes recherches, elles s'appuient principalement donc sur de la méthode qualitative. Donc moi, je rencontre beaucoup les gens. Donc en fait, j'ai mis en place des ateliers de création sonore, et ça m'a permis également de comprendre la manière dont pouvait émerger une parole collective. La parole collective donc de femmes en situation de migration. Alors tu as accepté de nous partager ces témoignages sonores issus de tes ateliers à cœur ouvert. Déjà un grand merci. Donc on va écouter les témoignages de ces femmes, de ces mères. On va les mettre à l'honneur tout en poursuivant notre conversation. Alors je te propose de démarrer par une petite virgule sonore d'ambiance de ces ateliers. Ok, super. C'est parti. Moi, je viens ici parce que quand on est entre nous, on rigole et puis on oublie les soucis au fait. Et puis on mange super bien. Voilà, quand on est ici, on est content, on oublie les soucis, on oublie tout au fait. On est entre nous, on s'amuse même en dehors de la radio d'ici, on s'appelle, on se taquine. On se demande des informations. C'est devenu comme une famille, au fait. Alors, on va partir du début pour ces femmes, c'est-à-dire le parcours et l'arrivée sur le territoire, ou plutôt le combat pour arriver sur le territoire. Et on va maintenant écouter le témoignage d'une femme africaine, enceinte, qui va démarrer une traversée. Et tu le sais, je vais le redire pour les auditeurs, ce témoignage est très dur. On l'écoute. Bonsoir. J'étais en Afrique. J'ai été excisée à l'âge de 6 ans. J'étais la plus petite parmi mes soeurs qui étaient excisées. Ceux que je ne connaissais pas, ceux que je connaissais au village. J'étais la plus petite. Ça m'a détruite. Si je ne suis pas mariée jusqu'à l'âge de 34 ans, c'est moi seul qui sais ce qui se passe en moi. C'est moi seul qui sais. Je suis partie au Maroc pour travailler, pour changer au moins de vie, quoi. Donc, quand je suis partie au Maroc, j'ai pris la route. Je suis passée par Mali, ensuite Mauritanie. Après Mauritanie, je suis rentrée au Maroc. Quand je suis rentrée au Maroc, d'abord, je suis partie à Nador. Arrivé maintenant à Nador, on a vu que c'était seulement la forêt. Il n'y avait pas de coin là-bas pour travailler, rien. Donc, il y a un monsieur qui fait passer les gens, qui nous a parlé de Maroc Dakhla. C'est Dakhla maintenant, j'ai fait travail de poisson. Je faisais travail de poisson. Ça arrivait un moment, mais ça n'allait même pas. C'est là j'ai croisé le papa de Mariam. Et on était ensemble. Lui m'aidait un peu. Et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, les gens parlaient de route là.
pour partir en Espagne. Moi, je ne savais pas que j'avais une route pour aller en Espagne. Moi, mais quand je suis partie au Maroc, ce n'était même pas le but de venir ici en France. Donc, je travaillais avec le papa de Mariam aussi. Arrivé un moment, quand je prends grossesse, ça peut ne pas aller chez le père. Donc, on n'est pas tombé d'accord. Lui, il est parti dans un foyer. Moi aussi, j'étais dans un foyer. Je payais le foyer à 200 dirhams. J'étais là même pour manger, mais c'était un problème. Quand je suis tombée enceinte, moi, je voulais savoir mon groupe sanguin. Donc, maintenant, je suis partie. Et ils m'ont visité. Ils ont dit mon groupe sanguin. Et ils ont dit que j'ai plus de chances que ça soit une fille. Tu vois, c'est ce qui m'a encouragé à prendre cette route-là. Que j'ai plus de chances que ça soit une fille. J'ai travaillé pendant 2 mois. J'ai essayé la route. Quand j'ai essayé la route, on était 58 personnes. On a pris l'eau. Quand on a pris l'eau, le jour on devait monter sur l'eau. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis jamais montée sur l'eau. Mais de la manière, moi, je vois l'eau là. Ce n'est pas l'eau qui est bien et puis on peut monter dessus qui est là. On m'a dit que non, ça ne fait rien. Plus qu'on avait marché des kilomètres, personne ne pouvait se retourner en arrière. Donc, on est monté sur l'eau là. Quand on est monté sur l'eau, arrivé devant, on est monté à 5h30. D'ici, ils vont dire 13h, l'eau est gâtée. D'abord même, dans le téléphone d'un monsieur, lui, il est resté dans l'eau aussi. Ils ont envoyé bienvenue en Espagne. Dès que les gens commençaient à dire que bravo, on est arrivé en Espagne, l'eau est gâtée. Les gens ont commencé à mourir dans l'eau. On est resté 20 survivants. Les 38 personnes sont restées dans l'eau. Donc, la marine nous sont venus nous sauver. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, mais la marine vient nous sauver. Si c'était un truc au salvamento, c'était bien. Moi, il dit, on devait mourir. Dieu a fait grâce, on est resté 20 survivants. La marine marocaine vient nous sauver. Vous dites ça. Donc, la marine marocaine vient nous sauver. Quand ils nous ont sauvés, on est partis. On a fait quelque chose de 2 semaines. Moi-même, j'étais malade avec ma grossesse. Maintenant, quand on est arrivé en Espagne, moi, j'étais dans le coma. Je n'ai même pas vu comment on est arrivé en Espagne, rien. J'ai fait 2 semaines dans le coma. Je me réveille, je suis à l'hôpital. Je suis attachée de partout, mes 2 pieds, mes 2 mains. Et puis, j'avais des graves blessures sur moi. Donc, comme j'étais enceinte, ils n'ont pas pu me soigner. J'étais en Espagne, je ne savais pas le jour et la nuit parce que j'avais mal de partout. Ils sont venus me chercher à l'hôpital, les gens qui aident les gens en Espagne. Puis ils nous ont libérés, on est parti en Grande Espagne. Maintenant, moi, j'ai dit que moi, en tout cas, si moi, je dois rester en Europe, mon pays de rêve, c'est la France. Parce que je comprends un peu le français, espagnol, je ne comprends pas. Donc, moi, je préfère partir en France. Je suis rentrée en France maintenant. Mon petit oiseau, Africa volé. Mon petit oiseau, Africa volé. Africa, avoite Africa, volete Africa, volete Africa, volete. Mon petit oiseau, Africa volé. Africa, avoite Africa, volé. Africa, avoite Africa, volé. C'est pas facile d'enchaîner après ce témoignage. Cette femme, elle nous dit, c'est moi qui sais ce qui se passe en moi. Quel est ton regard sur ce que nous venons d'écouter? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est vrai que c'est un témoignage qui est assez poignant. Et en même temps, c'est, sur mon terrain d'observation, c'est vraiment aussi la réalité de beaucoup de femmes. Donc, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, elles ont vécu des violences de genre dans leur pays d'origine. Donc, que ce soit l'excision, les mariages forcés, ou même elles me disent avoir voulu fuir des inégalités de genre. Et donc, voilà, donc déjà, ça part d'une histoire de violence. Et puis après, en fait, elles ont le parcours migratoire. C'est aussi un parcours qui est semé de violences. Notamment, ces violences-là, elles peuvent s'expliquer par le durcissement des frontières actuellement qui encourage les personnes en situation de migration à contourner la frontière. Et donc là, par exemple, en prenant la mer,
sur des bateaux de fortune et donc où elles vivent des traversées assez périlleuses, très dangereuses. Donc là, on voit que cette femme, elle a tenté 2 fois la traversée. À chaque fois, il y a eu beaucoup de morts. Et ça, c'est pareil, c'est quand même très commun. Et donc voilà, donc le parcours en lui-même, il est extrêmement violent. Et aussi, donc, le durcissement des frontières, ça fait aussi que les temps de trajet migratoire, ils sont beaucoup plus longs, puisque c'est beaucoup plus difficile de franchir les frontières. Et donc, ça fait que les trajets, ils peuvent durer des années, avec des longs moments d'attente, et puis des personnes qui vont profiter en fait aussi des femmes. Donc les femmes, elles peuvent vivre des violences sexuelles, des choses comme ça. Donc le parcours migratoire, il y a beaucoup d'inégalités de genre en fait sur le trajet. Et donc là, elle en parle pas, mais c'est aussi beaucoup de choses que j'ai entendues. Donc en effet, c'est des parcours vraiment souvent assez violents qui peuvent être difficiles à entendre, malheureusement. On a entendu donc ce témoignage et on a aussi en arrière-plan entendu des rires. Est-ce que pour ces femmes, être ensemble, rire, c'est aussi des choses qui leur font du bien? Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que justement, ce documentaire, j'avais aussi envie de mettre ça en avant et de pas mettre seulement les parcours difficiles. J'avais vraiment envie de montrer qu'il y avait de la joie, de la vie, des moments collectifs entre elles qui se passent bien et que c'est pas uniquement des femmes un peu en souffrance ou voilà qu'il se passe des choses, que ce soit autour des repas comme on a pu l'entendre au début ou des choses comme ça, des moments de joie quoi. Et c'était important pour moi. J'ai pris l'avion. C'est pas vrai, vous provoquez. Oui, moi je suis passée en Suisse. C'est chacun à son passé. Repartons maintenant auprès de ces femmes et dans leur quotidien, une fois qu'elles sont arrivées sur le territoire, pour évoquer avec toi les politiques d'accueil des mères migrantes. On va démarrer cette séquence avec un court extrait, mais parlant. La gare aussi, hein. Nous on a dormi aussi dans la gare. Dans les hôpitaux. J'ai dormi dans les hôpitaux. J'ai dormi dans la gare de Lyon. Gare de Lyon, là, c'est notre maison. Tu vas à la gare de Lyon ou dans les hôpitaux pour dormir. Hey Dieu! La réalité, c'est ça aussi pour elle. Tu dis aussi dans tes recherches que la France a des représentations ambivalentes sur ces mères migrantes. Pourquoi ? Déjà, en fait, les femmes moi, que j'ai rencontrées, elles ont des parcours très variés à la base dans leur pays d'origine. Déjà, elles viennent de plein de pays différents et dans leur pays, elles ont pu faire des études supérieures, d'autres n'ont jamais été scolarisées, elles ont eu différents métiers, différentes vies en fait. Et arrivées en France, elles sont souvent renvoyées à un groupe homogène, celui de mères migrantes dans le besoin, et elles ne sont plus que ça en fait. Et donc elles sont considérées comme vulnérables. Et donc la vision ambivalente qui est intéressante de pointer, donc c'est qu'à la fois elles sont considérées comme vulnérables en tant que femmes en situation de migration et avec les parcours qu'on a pu entendre, etc. Mais elles sont aussi considérées comme... elles font aussi partie du groupe des migrants indésirables. Et donc, elles connaissent aussi, pour ça, un traitement assez spécifique. Donc, elles vont pas connaître exactement la même prise en charge que d'autres familles précaires, etc., du fait que la plupart des femmes que j'ai rencontrées, elles n'ont pas de titre de séjour, donc ce qui les éloigne de certains dispositifs. Et donc voilà, c'est ça aussi, cette image assez... cette image n'est pas juste, en fait. Une image, c'est aussi un traitement assez ambivalent, en fait. On va continuer sur ce sujet, on va aller un peu plus loin et on va entendre un deuxième témoignage. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait 2 ans. Et quand je suis arrivée ici, j'ai dû appeler le 115 parce que le monsieur chez qui je vivais, sa maison était pleine. Et j'étais enceinte, j'avais mon petit garçon et c'était invivable en fait. Du coup, il a fallu que j'appelle le 115 parce qu'on me l'avait conseillé. On m'avait dit si tu ne veux pas te retrouver dans la rue avec les enfants, il faut appeler le 115, sinon ça va chauffer dans toi.
Du coup, j'ai appelé le 115. J'ai passé mes journées, en fait, seulement à appeler le 115. Je ne faisais que ça. Et au bout de 3 jours, grâce à Dieu, j'ai même dormi dans la rue. C'est pas que j'ai pas dormi, j'ai dormi dans la rue avec mes enfants. Malgré le froid, malgré le Covid, parce que c'était même pendant la période du confinement. Et j'étais enceinte. Et j'ai commencé les visites à l'hôpital La Fontaine. Quand on m'a prise pour la première fois, j'étais même ce soir encore à l'hôpital La Fontaine. Mon téléphone était éteint, j'ai cherché un chargeur, j'ai chargé juste pour appeler le 115. C'est comme ça que j'ai eu le 115. Et j'ai dit à la dame, regardez, je suis là actuellement, je suis à l'hôpital. J'ai demandé aux infirmiers à l'hôpital La Fontaine si on pouvait me trouver une place, ne serait-ce que pour cette nuit-là. Elles m'ont fait comprendre que non, c'était pas possible. Et avec le Covid, du coup, c'était pas possible. C'est ainsi que la dame, elle a entendu mon cri de détresse. Et directement, elle m'a dit, madame, vous allez vous rendre à telle adresse. Et je lui ai demandé comment est-ce que je vais me rendre à cette adresse. Je n'ai pas d'argent avec moi, je n'ai rien. Elle m'a dit, vous devez vous débrouiller pour y aller. J'ai dit, mais attendez, déjà, j'ai rien même pour manger, c'est un problème. Vous me donnez une adresse, vous me demandez de m'y rendre. Comment faire? J'ai demandé aux dames là à l'hôpital comment faire. Elles m'ont dit, c'était à moi de trouver le moyen de transport. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai volé les transports en France. Du premier jour que je suis arrivée en France, jusqu'à quand on m'a fait la réduction de 18 €. J'ai volé les transports jusqu'à ce jour-là. J'ai dû changer mon nom à chaque fois qu'on m'attrapait dans les transports. Parce qu'une fois, on m'avait attrapé mon passeport, ils ont pris mon nom. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu régler la dette. Et je me pose la question de savoir tout le temps, quand tu vas à l'hôpital ou alors quand tu as rendez-vous avec les assistantes sociales et tout le reste, elles ne cherchent pas à savoir comment est-ce que tu fais pour venir au rendez-vous. Elles s'en foutent, elles te donnent juste des rendez-vous. Et à chaque fois, tu peux te retrouver avec 5-6 rendez-vous en une semaine. Et ce n'est pas la porte d'à côté, tu dois à chaque fois payer le transport. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de voler les transports. Tu te rends compte que peut-être tu as 10 € sur toi. Ok, tu as pu avoir les 10 € là. Déjà pour les avoir, tu as fait comme ça. Peut-être c'est un compatriote qui te les a remis. Peut-être pour acheter un truc aux enfants pouvant manger. Mais à ta grande surprise, tu te rends compte que tu dois sortir de l'argent dans ces 10 € pour pouvoir payer le transport. C'est super compliqué, c'est galère. À l'hôtel, il y a plein de cafards. Tellement il y a les cafards dans mon hôtel. Tu es sur le lit, les cafards viennent te trouver sur le lit avec les enfants. C'est ce que je vis, les cafards me trouvent au lit avec mes enfants. Je suis au lit, je vois il a dit hey! Même au Cameroun, il a dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il a dit même mes enfants là. Et nous sommes dans une chambre. Avec mes 2 garçons, nous sommes dans une chambre. À 19 h, je les mets au lit, je suis obligée d'éteindre tout pour dormir parce que nous sommes dans une chambre. Je ne peux pas regarder la télé, je ne peux pas être au téléphone, je ne peux rien faire parce que les enfants doivent dormir pour aller à l'école le matin. Du coup, je suis obligée d'éteindre, je n'ai pas le choix. Que nous dit ce témoignage? Est-ce que vraiment on entend les cris de détresse? Oui, c'est vraiment des difficultés. Les difficultés décrites là, c'est des difficultés assez communes pour les femmes que j'ai rencontrées. Et ça montre notamment que malgré que les familles, elles sont plus souvent prises en charge que les hommes seuls, en fait, il y a quand même des impensés et des carences dans la prise en charge. Et ce qu'on entend là, par exemple, c'est que la question des titres de transport, c'est vraiment une question qui revient assez souvent et qui illustre bien ces impensés, ces carences, puisque, comme elle le dit très bien, en fait, des fois, les femmes, notamment quand elles sont enceintes ou qu'elles ont des enfants en bas âge, elles ont beaucoup de rendez-vous, que ce soit dans les PMI, avec les sages-femmes, à l'hôpital, pour faire une échographie, ou si elles ont des enfants, les emmener à l'école, etc. Chez les assistantes sociales, beaucoup de rendez-vous. La précarité, ça amène ça aussi, multiplication des rendez-vous, mais qu'en fait, elles n'ont pas forcément de titre de transport, en fait, et que ça donc, soit comme elle le dit,
il y en a qui volent les transports, mais il y en a aussi, moi j'ai rencontré plusieurs femmes qui renoncent soit à prendre les transports, donc à se déplacer à pied, donc parfois avec des grossesses très avancées. J'ai observé plusieurs fois des femmes en fait qui ont eu des problèmes liés à leur grossesse, qui ont pu être même très graves, parce qu'en fait elles ont dû beaucoup se déplacer à pied, puisqu'elles n'ont pas de titre de transport, ou alors des femmes qui vont renoncer à aller à certains rendez-vous de suivi de grossesse ou à des rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Donc, ce qui peut aussi les éloigner de la prise en charge, en fait. Donc, elles peuvent y renoncer parce qu'elles n'ont pas de titre de transport. Donc, voilà, c'est aussi... moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi de réfléchir à ces impensés-là et d'essayer peut-être de voir si ça peut... amener des questionnements, de trouver des solutions, peut-être de donner des titres de transport aux femmes, ou voilà, des choses comme ça. Ça paraît une bonne idée, oui. Au clair de la lune, mon ami Théro, prêtez-moi la lune pour écrire des mots. La chandelle est morte. Des n'est plus de mots. Ouvre-moi ta porte pour écrire des mots. Et après? C'est vite faire. Oui, je sais. Bien. On va maintenant parler de ces femmes qui sont dans leur quotidien avec leurs enfants. Et on va écouter un témoignage qui exprime bien leurs besoins. J'ai été logée par le 115. Et après, j'ai fait ma première fille le 14 décembre 2019. Et je suis toujours restée avec le 115. Par la suite, j'ai eu ma deuxième fille. Mais je traverse des moments très difficiles parce que je ne travaille pas. Je n'ai pas de papier. Je suis obligée de vivre du social. C'est difficile pour nous, même d'avoir un peu d'argent pour subvenir à d'autres besoins. C'est difficile. Et par contre, des fois, tu as l'envie de te faire plaisir aux enfants. Tu n'as pas les moyens parce que tu n'as pas de papier. J'ai demandé la protection de l'enfant parce que moi-même, j'ai été victime de l'excision. Et ce qui m'a poussée à aller demander la protection de l'enfant, par peur de retourner avec l'enfant en Afrique. Donc, je demande vraiment à la France d'accepter la protection de l'enfant, d'accepter de nous protéger, afin qu'on puisse avoir nos papiers et l'enfant serait protégé. Moi aussi, je serais protégée. Je pourrais travailler parce que j'ai besoin du travail. Cette femme, elle exprime le besoin d'être considérée, de pouvoir travailler, de pouvoir faire plaisir à ses enfants et aussi de pouvoir se sentir sécurisée. Donc, comment elles font pour aller bien, ça paraît compliqué. Bah oui, en fait, ce qu'elles veulent, ces femmes-là, c'est des choses assez simples. Déjà, dans un premier temps, comme elles l'expriment, c'est avoir un titre de séjour. Et déjà, avoir un titre de séjour, ça leur permettrait plein de choses, de pouvoir travailler, subvenir à ses besoins, à ceux de ses enfants, leur faire plaisir, comme elle le dit. Et c'est sûr que en l'absence de titre de séjour, c'est vraiment compliqué. Et elles expriment que cette situation, que cette impossibilité d'avoir un titre de séjour et donc de travailler et de subvenir à leurs besoins, de pouvoir, ne serait-ce que des choses assez banales, acheter de la nourriture qui nous fait plaisir à manger, en fait, et de pouvoir cuisiner des choses qu'on aime, avec lesquelles elles ont été élevées, qu'elles ont mangées quand elles étaient petites, de pouvoir les faire goûter à leurs enfants, des petites choses comme ça. Ça, c'est impossible pour elles. Et donc, en fait, c'est pour elles, tout ça, cette situation-là, elles expriment que c'est très usant et difficile, et à la fois psychologiquement, mais aussi dans la relation à leurs enfants, de pas, par exemple, pouvoir leur faire goûter les plats ou pas pouvoir leur offrir des choses. Elles expriment beaucoup de regrets. Et puis aussi, il y a plusieurs études qui montrent que la précarité, ça a des impacts au niveau de la santé mentale des femmes et de la santé physique. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est sûr que c'est des situations très difficiles pour elles et
pour elles, c'est l'obtention d'un titre de séjour qui leur permettrait de changer leur situation. Et comme elle le dit très bien. Pourquoi ils traversent la mer? Avant de traverser la mer, ils sont déjà focalisés dans la tête. Même si je meurs, je pars. Il n'y a pas de problème. Même si je restais, je devais mourir. Et mourir comment? Mourir sans rien. Donc c'est mieux que je continue mon chemin, je pars. Puisque on dit que devant là-bas, il y a la possibilité d'avoir quelque chose et de travailler. Comme on dit toujours qu'il faut voyager pour pouvoir écrire une histoire. Parce que si tu ne te déplaces pas, tu ne peux pas tourner la page d'un livre. Il faut toujours apprendre. Bien sûr, ça nous renforce. Nous apprenons beaucoup. Mais nous sommes peu considérés dans la société. On fait quoi après? Quelle est la pérennité de ton action? Moi, la pérennité, en tout cas, de ce documentaire sonore, puisque moi, mon action, ça va être d'écrire ma thèse aussi. Mais donc, c'est un sacré travail. C'est ça. Et donc là, en tout cas, avec ce documentaire, puisque là, on a entendu des extraits, mais j'ai monté tout un documentaire sonore. Et donc, l'objectif, c'est de faire entendre la parole de ces femmes. Donc, comme on a pu l'entendre là, elles ont à la fois des revendications, à la fois leur joie, comme ce que je disais tout à l'heure, et aussi leurs difficultés, bien sûr. Et donc, j'ai envie de le diffuser le plus possible, à la fois dans les structures qui les accompagnent, donc dans les associations, dans les structures médico-sociales, pour peut-être que ça puisse aider les personnes qui les accompagnent dans leur accompagnement avec les familles, et puis que ça puisse ouvrir une discussion aussi, tout simplement, entre les femmes et les professionnels. Puisque moi, en tout cas, les femmes que j'ai rencontrées, des fois, elles m'expriment la difficulté à dire certaines choses aux professionnels directement, puisque c'est pas toujours si simple, la relation d'aide, elle laisse pas forcément toujours la place à des critiques ou des choses comme ça. Et donc, j'espère en tout cas que ce documentaire puisse servir à ça. Et puis aussi de faire connaître les parcours de ces femmes à un public plus large, ouais. Puisque les professionnels et les bénévoles qui les accompagnent, ou nous, les chercheurs, chercheuses, on commence à comprendre un peu l'expérience de ces femmes. Mais c'est vrai que le grand public, vu les discours politiques et médiatiques, comme on a dit, qui invisibilisent leur vie, en fait, ils ne connaissent pas forcément ces récits-là. Et donc, j'espère en tout cas qu'avec ce documentaire, ça puisse les aider, ça puisse participer à diffuser cette parole-là. Voilà, c'est un peu les objectifs. Donc, si certaines structures veulent m'inviter à diffuser le documentaire et à discuter, je viendrai avec un grand plaisir. Et j'espère qu'elles seront nombreuses. Oui. En tout cas, avec ton travail, Hanan, c'est sûr que tu renouvelles complètement le regard porté sur ces maternités migrantes, ces femmes au parcours traumatique, en grande souffrance aussi psychique. J'espère très sincèrement que ça va aussi favoriser la prise en charge de ces femmes pour mieux les accompagner, mais que ce soit aussi bénéfique pour les enfants. On le sait, le soutien social, au travers la valorisation de ces femmes en tant que mères, mais aussi l'incitation à partager leur culture, à partager le langage, et puis aussi mettre des mots en fait sur tous ces parcours. On sait que tous ces éléments-là sont vraiment clés et importants pour pouvoir établir ou rétablir une relation harmonieuse avec leurs bébés et avec leurs enfants. Alors merci Hanan pour ce partage à cœur ouvert. Merci Emmanuel. Danser, dansera la dernière, détruira la barrière. Récite une prière, la lune éclairant la clairière. La lune éclairant la clairière, où l'on fumera la cendre de nos tourments, de nos vies parsemées d'émoi. Où l'on brisera le silence silencieusement des écailles coincées dans la voie. Où l'on fumera la cendre de nos tourments, de nos vies parsemées
parsemé d'éclats, où l'on brisera le silence doucement des écailles coincées dans la voie.